Là, au cours de la deuxième séance, nous avons commencé à réfléchir sur le télétravail en essayant de nous inscrire dans un cadre qui n'est pas simplement un cadre, je dirais, lié au confort personnel, au bien-être personnel, mais essayer d'élargir la réflexion sur le télétravail à l'idée je dirais, de l'apport existentiel que peut avoir le télétravail dans nos vies à chacun, dans la mesure où nous avons reposé les fondamentaux selon lesquels le travail façonne notre condition existentielle, et donc nous avons essayé de voir quelles étaient les conséquences du télétravail sur ces dimensions-là. Au cours de la séance de la semaine passée, nous avons évoqué des modalités et des problématiques plus concrètes liées au télétravail, notamment les questions liées aux nouvelles inégalités qu'il pouvait provoquer, et nous avons essayé d'identifier des pistes pour y répondre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance peut-être un peu plus prospective. Il s'agit de réfléchir à la recherche d'un autre travail, à la possibilité de ce que je pourrais appeler un éco-travail, qui serait un petit peu l'inverse du néo-travail, un éco-travail qui serait à la fois un travail écologique, dans le sens où il permettrait peut-être de rompre avec le productivisme qui est à l'œuvre aujourd'hui et dont nous avons vu qu'il était la cause de la dégradation de notre rapport à la nature, donc écologique dans ce sens-là, mais aussi dans un sens plus large, dans un sens plus existentiel, un éco-travail qui serait un travail qui permettrait un meilleur rapport à notre monde vécu et donc un meilleur rapport aux autres, à nous-mêmes et également au monde. Donc cet éco-travail sur lequel nous allons essayer de réfléchir, ou en tout cas de nous poser les questions qui nous permettraient de l'atteindre, va donc effectivement devoir se présenter comme eh bien l'inverse de ce néo-travail qui, nous l'avons vu, conduisait à l'atomisation sociale des travailleurs. Je vous rappelle un petit peu les éléments que nous avons identifiés, de ce néo-travail qui produisait de nouvelles inégalités au travail. Nous avions parlé de la nomadisation, aussi de la sous-traitance, et nous avons vu qu'avec le télétravail, eh bien, ces nouvelles inégalités pouvaient être renforcées par des inégalités sexuelles, par des inégalités générationnelles notamment. Et enfin, ce néo-travail donc qui aboutit à la tâcheronisation des travailleurs tout cela s'inscrivant dans un contexte, je dirais, sociétal, d'une société de la performance où finalement le sujet performant n'a presque plus besoin de chef pour s'exploiter, mais devient pour être exploité, pardon, mais devient son propre petit chef intérieur, son propre petit tyran qui le conduit à eh bien, multiplier les tâches préprogrammées et à ne cesser de se mettre au travail, y compris dans sa sphère domestique, comme nous l'avons vu pour le télétravail. Donc voilà rappeler l'essentiel de ce que nous avions posé, et effectivement, la question que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui est celle-ci. Comment veiller à ce que le travail qui peut prendre des formes donc différentes, hein, des modalités différentes, dont celle du télétravail. Eh bien, comment veiller à ce que ce travail ne nous empêche pas de nous soucier du monde commun qui est à la fois fait, encore une fois, je le rappelle, de notre rapport à la nature, mais aussi de notre rapport aux autres, de notre rapport à nous-mêmes. Comment donc ce travail, ces modalités de travail nous permettraient donc de nous soucier de ce monde commun donc de nous épanouir d'une manière beaucoup plus viable et durable. Je vous propose pour cela eh bien, de nous attaquer à deux types de questions. D'abord, comment remettre du collectif au travail, parce que nous avons vu que c'était ce collectif qui était quand même essentiellement abîmé, essentiellement contesté les nouvelles modalités de travail et notamment par le télétravail. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, comment concrètement faire l'expérience de ce que l'on pourrait appeler un travail écologique au sens large, donc de travail préservant à la fois le milieu ambiant et le monde vécu. Donc je vous propose d'aborder dans un premier temps cette première question, comment remettre du collectif au travail. Alors,
pour essayer de dénouer un petit peu les fils de cette question, je vous propose de repartir d'un constat que nous avions partagé, qui était celui de l'essor du travail indépendant. Nous avons vu évidemment que ce travail indépendant pouvait être plus ou moins instrumentalisé, plus ou moins, je dirais, masqué, plus ou moins utilisé par notamment les nouveaux acteurs de l'économie que sont les plateformes digitales. Néanmoins, cela fait partie de notre réalité. C'est un nouvel élément dont il faut tenir compte. Il existe aujourd'hui, de la part d'un nombre grandissant de salariés, un désir de s'établir comme indépendant, un désir de s'émanciper de la relation salariale, un désir de reprendre, je dirais, le contrôle sur son agenda, sur sa hiérarchie, sur son activité elle-même, et donc de travailler de manière indépendante. Euh, Bien sûr, on pourrait se dire que ce désir s'inscrit dans une tendance sociétale qui est un petit peu cette tendance au zapping. Vous savez, de la même manière que l'on désire peut-être se mettre en indépendant au travail, eh bien, on peut aussi souhaiter avoir des relations sociales, des relations amoureuses, pourquoi pas, beaucoup moins durables, beaucoup moins instituées, beaucoup plus libres. Certainement, il existe une forme de consumérisation du travail, comme il existe une forme de consumérisation dans la vie sociale. C'est sans doute le cas. Mais plutôt que de contester ce phénomène, je vous propose d'en tenir compte comme de notre réalité actuelle et de se demander eh bien, comment développer, ou plutôt quels sont les problèmes, quels sont les sujets que va poser l'essor, l'augmentation de ce travail indépendant. D'abord, la première question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, est-ce que ce travail indépendant va remettre en cause la notion même d'entreprise? Est-ce que ce travail indépendant va remettre en cause la notion de salariat? Est-ce que ce travail indépendant va également remettre en cause le système de protection sociale hérité de la libération, dont vous savez tous qu'il s'appuie justement sur ces entreprises, sur ce salariat et sur les cotisations salariales, patronales qu'il permet de collecter. Un rappel quand même tout de même, la question que je pose, évidemment, est une question aujourd'hui qui n'est pas complètement d'actualité, dans la mesure où le salariat concerne toujours 9 actifs sur 10 en France. Les chiffres doivent être sensiblement différents selon les pays européens, mais on doit être dans cet ordre d'idées-là. Donc, encore une fois, il s'agit d'une tendance minoritaire que j'adresse, mais qui me semble, puisque nous sommes dans une séance de prospective, intéressante à identifier et dont il me semble qu'elle va être amenée à devenir assez vite majoritaire. Le statut de travailleur indépendant est un statut, donc nous en avons aussi parlé, qui normalement doit permettre aux travailleurs de développer sa propre clientèle, d'allouer son temps de travail comme bon lui semble, etc. Nous savons qu'un travailleur indépendant aujourd'hui qui travaille chez Deliveroo ou chez Uber ne dispose pas de son temps comme il devrait en disposer en tant que travailleur indépendant. Nous savons qu'il existe donc un détournement de ce statut. Ça, c'est un premier point. Les juristes sont en train de travailler à repenser ce statut et peut-être à le requalifier sous la forme de portage, par exemple, ou d'intérim. Ce pourrait être une manière de clarifier la notion d'indépendance. Mais voilà, une fois ces sujets posés, comment, en admettant que le statut d'indépendant continue de se développer, comment réarticuler ce statut, une fois qu'il sera protégé, avec la notion de collectif au travail? J'ai identifié quelques pistes, peut-être en verrez-vous d'autres. La première que je vous propose, et d'ailleurs qui est déjà une réalité
pour certains travailleurs, c'est celle du regroupement des galaxies d'indépendants, vous savez, de conglomérats qui permettent à plusieurs indépendants de partager, alors parfois un espace de travail, parfois des outils de travail, mais parfois aussi des ressources, notamment des ressources juridiques pour mieux défendre leurs droits. Ça, c'est une première chose et on pourrait se dire qu'à l'avenir, si l'enjeu est de défendre la protection sociale telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle est structurée autour des entreprises aujourd'hui, on pourrait imaginer à l'avenir que ce soit dans le cadre de ces conglomérats que l'on puisse organiser une collecte d'impôts, une collecte de cotisations sociales qui donnerait droit ensuite à une protection collective. Deuxième aspect que nous avons déjà identifié à l'occasion du télétravail, la création, pourquoi pas, d'espaces de coworking publics qui seraient intégrés au tissu urbain et qui pourraient devenir donc des nouvelles unités de travail dans lesquelles serait mis en commun, encore une fois, du matériel, mais également, pourquoi pas, un projet commun, un projet social commun entre les travailleurs qui pourraient organiser de nouvelles solidarités dans ces espaces de coworking intégrés. Voilà, c'est une option que nous avions déjà identifiée. Mais vous voyez bien que ces pistes de réflexion ne nous permettent pas de totalement identifier, de totalement reconfigurer un lieu de travail qui serait un lieu de travail collectif et le lieu d'une organisation sociale du travail et pas simplement un lieu de production. Autant la production peut être collectivisée de la part de travailleurs indépendants dans un espace de coworking, autant se pose toujours la question de comment, dans ces espaces éventuels, pourrait naître à nouveau l'idée d'une solidarité, d'une organisation, d'une action sociale collective de la part des travailleurs. Évidemment, la réponse, je n'ai pas la réponse à cette question aujourd'hui, si ce n'est qu'il me semble que la question telle qu'elle est posée peut devenir un enjeu en termes de design. Je veux dire par là que si l'on doit être amené, après la pandémie évidemment, à repenser les espaces de travail de manière à ce que les salariés, s'il le reste, ou les travailleurs indépendants, s'ils décident de collectiviser leur lieu de travail, puissent travailler ensemble, l'enjeu design consistera sans doute moins, à mon avis, à générer du bien-être, comme c'est le cas aujourd'hui, ou à créer une espèce d'espace ludique. Vous savez, il y a vraiment aujourd'hui dans l'air du temps cette idée qu'il faut des jeux foot, etc. Ça, c'était bien l'approche, je dirais, des GAFAM de ces lieux de travail. Peut-être fixer pour objectif, fixer pour brief aux designers, non pas tant de penser au bien-être que comment concevoir des lieux de socialisation, comment, par le design, concevoir des lieux où peut naître l'action collective, ou donc des lieux qui sont pensés davantage comme des espaces publics peut-être que comme des entreprises privées. Voilà, c'est une piste de réflexion. Je me doute bien qu'elle va soulever des questions. Il me semble aujourd'hui qu'elle pourrait être extrêmement fertile. Mais plus profondément, peut-être pourrions-nous nous demander qu'est-ce qu'un collectif? Qu'est-ce qu'une organisation sociale? Finalement, une question qui est transverse à ce que nous avons abordé jusqu'à présent est peut-être la question du sens au travail. Une organisation sociale n'existe en effet pleinement que si elle donne du sens. Or, le grand problème qui est apparu dans les entreprises, dans les organisations de travail au cours des dernières décennies, et ce bien avant évidemment l'émergence du télétravail, qui serait bien en peine d'y répondre tout seul aujourd'hui, c'est cette question de l'épuisement du sens au travail, d'un épuisement qui peut naître soit d'une absence de sens au travail. De nombreuses études ont montré que des travailleurs ne trouvaient plus d'intérêt à leurs tâches quotidiennes, absence de sens, mais aussi, et ça c'est un point qui me paraît très intéressant que pointe la sociologue Danielle Linhart, cette question du sens peut naître au contraire d'une saturation du sens au travail. À force de demander aux travailleurs de s'engager corps et âme pour leur entreprise, de faire preuve d'initiative,
d'aller au-delà de la mise à disposition de leur savoir-faire pour proposer également leur savoir-être. Autrement dit, leur personne tout entière et non plus leur personne en tant que professionnelle, eh bien, à force de sursolliciter, de surhumaniser le management au travail, Daniel Linhart constate que les entreprises ont finalement saturé le sens en entreprise et l'ont essoré d'une certaine manière, ce qui expliquerait cette perte de sens, cette perte de repères et ce sentiment finalement d'inutilité que ressentent tant de travailleurs aujourd'hui, notamment les travailleurs de bureau, à leur travail. J'ajouterai un point sur ce thème. Euh, je ne sais pas si c'est une réforme qui a eu lieu dans d'autres pays européens, mais en France, il est possible désormais, depuis déjà une année ou deux, il est possible pour les entreprises eh bien, d'exprimer leur raison d'être au-delà de leur raison économique. Elles peuvent se présenter comme des entreprises à mission. C'est le terme juridique qui a été choisi. Entreprises à mission voulant dire que à côté, encore une fois, de leurs objectifs économiques, elles se proposent de poursuivre une mission d'ordre sociétal. C'est le cas d'une entreprise comme Danone, qui est devenue l'année dernière une entreprise à mission, donc sa mission étant de nourrir le monde, voilà, une mission qui s'apparente finalement à un projet politique. Ce mode de fonctionnement, évidemment, va de pair avec un management qui sollicite les travailleurs en leur demandant de s'engager, comme un citoyen pourrait s'engager, au nom de cette mission. Et donc, on leur demande d'aller bien plus loin dans leur loyauté à l'égard de l'entreprise que simplement de bien faire leur travail, mais on leur demande aussi d'épouser cette mission de l'entreprise. C'est le point où je voulais en venir là aujourd'hui. Il se trouve que Danone a annoncé il y a 15 jours le licenciement massif de milliers de salariés en France, à la suite évidemment de l'épidémie de Covid, et que je dirais ces deux informations mises côte à côte, à la fois donc l'institution d'entreprise, enfin l'institution pour Danone du statut d'entreprise à mission, et puis juste derrière l'annonce du licenciement massif de salariés, eh bien, ne peut que nous interroger et nous amener à nous poser la question de savoir quel est finalement l'enjeu, quel est finalement le résultat de cette sursollicitation du sens au travail, de cette surproclamation du sens au travail, et quel effet cela peut avoir sur des travailleurs à qui on a demandé pendant des années de s'engager presque pour une grande cause, hein, puisque les entreprises utilisent presque ces termes, enfin cette rhétorique des associations, pour derrière se rendre compte que finalement l'entreprise a une logique économique qui prédomine largement sur celle de l'enjeu sociétal. Tout cela pour vous dire qu'il me semble que ce problème du sens au travail, finalement, que nous ne pourrons pas répondre à la question de savoir comment remettre du collectif au travail si nous ne nous attachons pas à réfléchir sur cette disparition du sens au travail, que ce soit par sa dilution ou que ce soit par sa saturation. Donc, comment peut-on essayer de remettre du sens au travail? Eh bien, déjà, moi, ce que je vous propose et ce qu'il serait bon que les entreprises se mettent à faire, c'est peut-être en cessant de le décréter unilatéralement et de le décréter, quitte ensuite par leurs actes eh bien, à faire exactement le contraire de ce qu'elles ont décrété. Ça, c'est une première chose. Ensuite, eh bien, peut-être en donnant plus d'autonomie aux salariés. Alors, on a vu avec le télétravail qu'on avait peut-être l'opportunité, effectivement, de donner plus d'autonomie aux salariés, mais on a vu aussi que pesait sur le télétravail un danger qui est celui, au contraire, d'un retour d'un contrôle, non pas un contrôle présentiel, puisque par définition, en télétravail, on a moins cette forme de contrôle-là, mais d'un contrôle en fait à la tâche, hein, qui pourrait être lié notamment par le développement de technologies qui permettraient eh bien, de mettre des capteurs, de mettre des mouchards dans les logiciels utilisés par les travailleurs. Nous avons vu tout ça la semaine dernière. Donc,
Oui, autonomie, voilà, l'autonomie est certainement une voie par laquelle remettre du sens et donc du collectif au travail, mais cela ne va pas sans écueil, nous l'avons vu. Enfin, dernière manière de remettre du sens au travail, et donc encore une fois, de créer les conditions pour que l'organisation prenne du sens et que la notion de collectif rejaillisse, eh bien peut-être cesser de n'avoir comme critère d'évaluation du travail que des critères quantitatifs. Ça aussi, nous l'avons vu, cette logique du calcul, ces indicateurs chiffrés qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui finalement tâcheronisent les travailleurs et donc défont complètement le lien qu'ils peuvent avoir avec le sens de leur travail. Cesser de n'appliquer que ces critères quantitatifs pour proposer des critères plus qualitatifs et je vais vous proposer tout à l'heure une voie par laquelle y arriver. Mais avant d'en terminer avec cette question du sens, peut-être pourrait-on aujourd'hui, et nous ne l'avons pas évoqué jusqu'à présent, euh, réfléchir aussi à la question du langage en entreprise. Cela va peut-être vous paraître un petit peu abstrait ou vous demandez peut-être là où je vais à l'heure actuelle en passant du collectif au sens puis du sens au langage. Pour moi, ces trois notions sont extrêmement liées. Il ne peut pas y avoir de sentiment d'appartenance à une entreprise, il ne peut pas y avoir de sentiment de participer à un projet commun si la question du sens n'est pas évidente pour les travailleurs et la question du sens est intimement liée au langage, à la manière dont nous adressons les sujets dans l'entreprise. Je voudrais vous citer une phrase de Montaigne qui illustre cette idée-là. Nous ne sommes liés, nous ne tenons les uns aux autres que par le langage. Le langage est beaucoup plus qu'un moyen de communication. Le langage est beaucoup plus que simplement l'aspect formel par lequel nous transmettons des informations. Le langage est la voie par laquelle nous donnons du sens et par laquelle nous pouvons éventuellement faire surgir des collectifs au travail. Or, ce langage, et c'est un point que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, mais qu'il est important, je trouve, dans cette séance de clôture d'évoquer, le langage est considérablement abîmé par les modalités contemporaines de travail. Cela vous est peut-être familier, mais il existe de plus en plus à l'heure actuelle l'émergence d'une sorte de langue managériale, d'un jargon d'entreprise absolument abscon qui est fait d'abord ce qu'on pourrait appeler des tours de passe-passe sémantiques. Depuis quelques décennies, on a remplacé par exemple le mot ouvrier par le mot opérateur ou pilote d'installation, voire conducteur d'automatisme. De la même manière, le mot qualification, qui était un mot extrêmement usité pour parler voilà, des compétences professionnelles, est remplacé par exemple par le terme de potentiel. J'imagine que c'est un terme qui vous est familier, que vous avez entendu dans vos organisations. La notion de collectif lui-même est remplacée par l'idée d'unité ou de cellule. Comment peut-on prétendre remettre du collectif au travail si l'on ne peut même pas adresser le terme de collectif? Et si, lorsque l'on fait partie d'une équipe de travail, on considère que nous faisons partie d'une cellule ou d'une unité, qui sont en fait des termes qui nous ramènent évidemment à la logique du calcul dont on a parlé tout à l'heure, ou même à une idée totalement, je dirais, atomisée du travail, dans la mesure où les cellules n'auraient plus de lien les unes avec les autres. La notion de chef également, qui a le mérite quand même de poser un rapport de pouvoir qui existe au travail comme il existe dans toutes les structures humaines. Eh bien, la notion de chef est remplacée par la notion d'animateur ou de N+1. Même les plans de licenciement ne sont plus nommés plans de licenciement, mais plans sociaux ou plans de sauvegarde de l'emploi. Vous voyez qu'on assiste par l'émergence de ce jargon managérial, de ce jargon d'entreprise, à une sorte de dilution du sens derrière des termes, évidemment, qui ont pour objectif de minimiser les rapports de force quand ils existent, ou d'invisibiliser des situations qui peuvent être désagréables. De la même manière, toujours pour continuer sur cette dégradation du langage, on assiste à l'émergence d'une langue abstraite, technocratique. Par exemple, le recours
de plus en plus dans les sociétés francophones à des termes anglais pour désigner, par exemple, des objectifs. Je pense à la société France Télécom, dont vous savez sans doute qu'elle a eu un procès très important au cours de l'été dernier, sur lequel je ne vais pas revenir, mais procès qui en fait mettait essentiellement en scène cette question de la dégradation du langage néo-managérial. Dans la société France Télécom, le programme qui visait à licencier des milliers et des milliers de salariés était appelé Next ou Time to Move. Autant de termes qui sonnent assez sexy à l'oreille des Français et qui évitent, eh bien évidemment, d'aborder clairement le sujet du programme en question. De la même manière, le recours acronyme, N+1, N-1, etc., à la place du terme de chef dont j'ai parlé tout à l'heure, le recours aux termes anglais, mais aussi l'usage de ce qu'on pourrait appeler le bullshit. Vous savez, le bullshit, c'est un détournement du langage qui est très particulier dans la mesure où il ne consiste pas à mentir, mais simplement à plaquer sur des situations des mots qui n'ont aucun rapport avec elles. Quand on utilise le bullshit, finalement, ce n'est pas la réalité qui compte, mais ce que le discours dit de l'orateur. Et cela aussi, alors on le voit évidemment beaucoup dans les discours des politiques, cela aussi est une forme de dégradation du langage qui est en train de s'instaurer considérablement dans les entreprises depuis des décennies. Où je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas de renouveau des collectifs au travail. Il n'y aura pas de renouveau du sens au travail si nous ne nous attaquons pas prioritairement à la façon dont nous parlons au travail. Et ça, je pense que c'est à chacun de nous de s'emparer de ce sujet en refusant justement de parler un jargon stéréotypé auquel parfois on ne comprend rien nous-mêmes, euh, quand quelqu'un nous adresse une mission sous ce langage-là, eh bien, de le demander à ce que ce soit reformulé. Et donc, il me semble qu'en reprenant possession d'un langage subjectif, nous avons le moyen de commencer à établir un autre rapport au travail, une autre forme de travail, et c'est le premier pas vers donc ce que j'appelle l'éco-travail. Alors, arrivons-en maintenant à cet éco-travail. Si on devait résumer à gros traits ce que serait un éco-travail, eh bien, ce serait un travail qui serait à la fois non productiviste, dans le sens où il n'épuiserait plus la nature, mais aussi responsable, un travail existentiellement satisfaisant. Alors, comment lutter contre le productivisme? Évidemment, on ne va pas se lancer entre nous dans une réflexion révolutionnaire sur le soulèvement contre le capitalisme, qui peut être évidemment une voie pour lutter contre le productivisme, mais ce n'est pas le point, ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Si l'on ne se situe pas dans une perspective révolutionnaire, il me semble qu'il y a deux voies pour essayer de réfléchir à un travail non productiviste. La première, c'est de réfléchir à la question du temps, la façon dont nous allouons notre temps au travail. Et la deuxième, c'est de se poser la question de l'œuvre. Et là, je vais revenir sur un point de définition que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, qui distinguerait l'œuvre de la marchandise. Prenons d'abord la question du temps. Cela aussi, de la même manière que nous avons vu que le sens était la question du sens au travail était un petit peu une méta-question qui venait habiller l'ensemble de celles que nous avions abordées jusqu'à présent. Finalement, dans tout ce que nous avons pu évoquer au niveau des différentes modalités de travail qui caractérisent aujourd'hui le travail du XXIe siècle, la question du temps a l'air centrale. Le point commun finalement entre le travail du soin, donc qui concerne les caissières, les agents d'entretien, toutes ces professions dont nous avons vu qu'elles n'étaient pas télétravaillables, mais aussi le travail du clic, micro-travail, travail digital, travail pour les plateformes et le télétravail, finalement, le point commun entre ces trois grandes modalités contemporaines de travail, eh bien, c'est le découpage quantitatif du temps transformé en espace. Je m'explique. Lorsque l'on
regarde lorsque l'on fait l'expérience en tant que livreur à vélo des ordres algorithmiques que nous donne l'application pour laquelle nous travaillons. Lorsque une agente d'entretien est sommée de terminer la pièce qu'elle nettoie dans le temps imparti également par l'algorithme qui la rappelle à l'ordre si elle prend trop de temps pour son travail. Ou lorsqu'en tant que télétravailleur, nous organisons notre journée dans le cadre d'un agenda partagé du genre Outlook ou même, enfin, Google fait des agendas partagés, pardon. Lorsque nous rentrons, nous découpons notre journée de télétravail en autant de micro-réunions, de points d'étape, de visioconf, etc., eh bien, nous avons un rapport au temps qui est un rapport spatial. Ce temps est découpé, préprogrammé, alors par d'autres que nous, quand il s'agit des algorithmes, l'exemple que je vous ai donné, où les algorithmes finalement dictent le temps de travail du travailleur, par nous-mêmes lorsque nous sommes télétravailleurs, mais au fond, qu'est-ce que cela change dans la mesure où si nous avons organisé notre agenda, si nous sommes obligés pour faire un point d'étape avec notre collègue, eh bien d'avoir fixé dans l'agenda à l'avance une réunion de 30 minutes qui nous permet d'être sûr de ne pas le rater, puisque forcément, n'étant pas en présentiel, nous ne pouvons pas savoir s'il est disponible à ce moment-là, eh bien, c'est la même mécanique de tâcheronisation, de programmation à l'avance de notre temps et de découpage, je dirais, en deux dimensions du temps qui nous fait manquer cette troisième dimension qui est une dimension beaucoup plus subjective, une dimension de dilatation, une dimension beaucoup plus existentielle que nous pouvons vivre dans d'autres situations. Autrement dit, il me semble que le grand danger des nouvelles modalités de travail qui sont les nôtres, dont fait partie le télétravail, et qui s'appuie notamment sur les technologies qui permettent d'organiser le temps, eh bien, le grand danger est la disparition du temps subjectif et sa substitution par une programmation qui finalement automatise nos journées et finalement, évidemment, est une forme d'aliénation pour les travailleurs. Alors, comment dépasser cela? Eh bien, j'avoue qu'aujourd'hui, je dispose de peu de pistes. Si vous en voyez, si en tant que télétravailleur, vous en avez expérimenté, nous en parlerons à la fin de cet exposé. À part les micro-indisciplines dont nous avons un petit peu parlé dans les précédentes séances, à part la question de la flânerie que l'on pourrait évidemment réactualiser aujourd'hui, alors j'ai identifié quand même une notion juridique aujourd'hui sur laquelle travaillent les juristes, qui est l'idée de vie personnelle, qui serait une sorte de réserve autonome de réserve d'autonomie pardon, du salarié, y compris dans le cadre d'une relation de subordination à son employeur, donc vie personnelle. Mais comment faire vivre cette vie personnelle quand on sait que concrètement, la journée de travail est dictée par l'agenda qui a été rempli à l'avance ou dictée par l'algorithme qui explique aux travailleurs comment faire ses tâches? J'avoue que la question reste entière. Ça, c'était un premier point, cette question du rapport au temps que je voulais partager avec vous. Deuxième grande question, alors vous me direz pourquoi, quel est le rapport avec le productivisme? Vous vous doutez bien que plus le temps est segmenté, plus il est tâcheronisé, plus il est programmé et plus il est productiviste dans le sens où il s'inscrit dans cette logique quantitative de rapport à la nature et de rapport au travail. Deuxième point, la question de l'œuvre. Je voudrais simplement, et j'en terminerai après avec ce point, et j'ouvrirai sur une notion que je vais vous soumettre, qui est celle d'un concept qui permettrait peut-être d'explorer un autre rapport au travail, qui est celui du bricolage, à prendre dans sa dimension métaphorique, bien sûr. Juste un point sur l'œuvre. Hannah Arendt, dans Conditions de l'homme moderne, distingue ce qu'elle appelle le travail, labor, de l'œuvre, work. Je vais vous exposer ce qu'elle en dit, mais je vous propose d'entendre travail au sens de sens de marchandise et de l'opposer à l'œuvre, donc au sens de work. Ce qu'elle appelle une œuvre, ce sont les activités par lesquelles les humains fabriquent le monde, littéralement, en produisant des artefacts. C'est quoi un artefact? Eh bien, c'est une habitation, une maison, une route, etc. Tous ces éléments qui nous permettent de fabriquer un monde plus durable
que nous-mêmes, monde dans lequel nous pouvons faire autre chose que survivre. C'est ce qui distingue d'ailleurs le monde de la nature. L'œuvre, donc, s'oppose selon elle au travail, labor, qui est une activité cyclique qui consiste à se nourrir, à nettoyer sa maison, à s'occuper de ses enfants, etc., et qui revient constamment de façon cyclique. On pourrait se dire aujourd'hui que les travailleurs du soin s'inscrivent plutôt dans l'idée de labor, de travail, et que eh bien, les artisans, les ingénieurs s'inscrivent, eux, davantage dans une logique d'œuvre. Il me semble, moi, que finalement, ce sont nous tous les travailleurs, travailleurs du secteur public, du secteur privé, travailleurs des services comme travailleurs de l'industrie, qui nous inscrivons dans la dimension de travail et que nous avons perdu le contact avec l'œuvre. Pourquoi? Parce que notre travail étant dicté, tâcheronisé, étant atomisé, comme nous l'avons vu, il n'a plus la durabilité, il ne nous permet plus la maîtrise que suppose la notion d'œuvre. Donc, si nous voulions eh bien, faire émerger un autre travail, il faudrait essayer de renouer avec cette notion d'œuvre. Comment retrouver l'œuvre dans le travail? Je vous propose, et j'en terminerai encore une fois là-dessus, une voie qui me semble prometteuse, sur laquelle je vais continuer à travailler dans les années qui viennent, qui n'est pour l'instant qu'une esquisse, mais que je nomme aujourd'hui le bricolage, en utilisant évidemment ce terme sous une acception métaphorique, puisqu'il ne s'agit pas de faire de tout travail un travail manuel, mais d'essayer de comprendre comment, dans la logique du bricolage, on pourrait passer d'un rapport de travail qui soit un travail à la tâche à un rapport qui soit beaucoup plus celui du tâtonnement, un rapport qui soit beaucoup plus celui du respect des matériaux qui nous entourent, mais aussi du respect des gens qui nous entourent, du respect de notre propre organisme, de notre propre rapport au temps. Le bricolage, autrement dit, est une voie concrète par laquelle nous pourrions transformer à la fois nos processus de production, nos modes d'organisation, notre façon d'appréhender la matière et jusqu'à notre manière de considérer le travail et les travailleurs dont nous faisons partie. À l'inverse du processus qui est propre au productivisme et qui fixe une fin et des moyens pour y parvenir, donc c'est tout ce qui concerne la logique de programmation, du découpage en micro-tâches de Taylor à nos jours, le bricolage permettrait de faire émerger une action libre, une action où finalement le but visé comme effet prévisible ouvrirait toujours la possibilité, pour les circonstances, de détourner le travailleur de ce but. Contraint à un processus qui a un commencement défini, un plan de production, et une fin fixée à l'avance, tel objet, présentant telle caractéristique, produit dans telle quantité, à tel rythme, ça c'est le propre du productivisme et de la marchandise, hein, eh bien, le bricolage permettrait eh bien, de prêter attention et d'assembler des éléments déjà existants pour faire apparaître des formes nouvelles et parfois inattendues. Autrement dit, le bricolage laisserait de la place pour une forme de spontanéité au travail. C'est un point que nous avions évoqué dans un échange de questions lors d'une précédente séance avec l'une d'entre vous. Donc, le bricolage se présente selon moi comme un mode de production et d'organisation qui permettrait de sortir du rapport de maîtrise et d'exploitation de la nature par les hommes pour y substituer un rapport de coexistence et de libre association. Bricoler, autrement dit, ce serait préférer le tâtonnement à la tâche, la coopération qui permet toujours la discussion et les débats à l'exécution d'ordres chiffrés, qui s'inscrit dans la logique de calcul que nous avons évoquée, et l'improvisation créative au programme abstrait. Alors, cela peut paraître un petit peu utopique aujourd'hui, et évidemment, on ne peut pas arriver, débarquer au bureau demain ou bien décider depuis chez soi en télétravail de dire, bien maintenant, je vais être un bricoleur et je vais travailler comme un bricoleur. Mais voilà, c'est un concept aujourd'hui théorique dont il me semble qu'il peut constituer la base d'une réflexion future
pour revoir notre rapport à l'organisation du travail, revoir notre rapport aux modalités de travail et essayer d'inventer une voie alternative à celle dont nous avons vu qu'elle comportait de nombreux écueils. Alors, pour conclure, et je me doute que voilà, on va avoir maintenant peut-être une séance de questions où vous allez peut-être me reprocher mon utopisme ou mon abstraction. Je voudrais juste vous citer une phrase que j'aime beaucoup de Sénèque, qui, dans l'une de ses lettres à Lucilius, disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Je vous remercie. Merci beaucoup, Fanny. J'imagine qu'il y a des questions. Le problème avec l'utopie, dans le sens étymologique du mot de quelque chose qui n'existe pas encore, c'est pas le fait qu'elle n'existe pas. C'est le lien entre ce que nous faisons aujourd'hui, maintenant, les problèmes qui se posent aujourd'hui et maintenant, avec quelque chose de l'utopie qui pourrait nous servir de réponse concrète aux problèmes qui se posent. Sinon, l'utopie apparaît comme un discours religieux d'un ailleurs, mais qui est coupé de réalité.